Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous dans le cadre des webinaires tête-à-tête de Lucier. Notre sujet d'aujourd'hui, la gestion des absences au travail. On va regarder ensemble comment on peut en faire un levier stratégique pour vos organisations. Mon nom est Jacinthe Bourget-Lapointe. Je suis partenaire d'affaires au développement des affaires chez Lucier. Je suis ici aujourd'hui en tant que conseillère en ressources humaines agréée, accompagnée de ma fidèle collègue Catherine. Oui, bonjour. Mon nom, Catherine Ouimet-Bérubé. Je suis conseillère principale en gestion d'invalidité. Mon rôle, c'est de supporter nos clients en matière de gestion d'absentéisme pour raison médicale. Donc, ça peut se faire via formation, coaching, conseils ponctuels ou une prise en charge complète des dossiers. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui nous connaîtraient un petit peu moins, Lucier a quatre volets au niveau des ressources humaines stratégiques. On a entre autres la santé et sécurité au travail, donc la gestion des accidents ainsi que la prévention. On a également la rémunération globale. On vous accompagne sur vos défis touchant la rémunération, les conseils stratégiques RH, la gestion des invalidités, qui sera notre sujet fort de la journée, ainsi que le droit du travail et de l'emploi. Donc, pour des conseils touchant un peu plus le volet juridique. On vous a demandé d'entrée de jeu nous partager le mot que vous invoque la gestion des absences au travail. Donc, merci de votre participation en grand nombre. Surprise de voir le mot motivation, qui ressort comme un mot super populaire. Ce qui me surprennent un petit peu moins personnellement, là, maladie, invalidité, réorganisation. Je suis confiante là, qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, on va direct dans le mille avec vos préoccupations. Je vois également problèmes familiaux. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, c'est Catherine, des bon. réponses? Ben, je trouve ça super intéressant, puis je pense que ça montre que vous êtes bien quand même conscientisé, puis peut-être impacté aussi là, par des enjeux actuels en invalidité. Fait qu'effectivement, je pense qu'on va aborder certains de ces sujets, puis en espérant que ça vous éclaire, que ça vous donne des outils concrets pour la suite. Tout à fait, ça bouge encore. Merci encore de votre participation. On va mettre les bases, on va jeter les bases aujourd'hui. Donc, autant au niveau du contexte, des définitions, un petit peu le cadre légal aussi pour s'assurer qu'on va au bout du sujet aujourd'hui avec vous. Pour commencer avec les tendances au niveau de l'invalidité, je suis pas certaine de vous surprendre aujourd'hui avec une hausse marquée du nombre de cas là, d'absence au travail de dossiers d'invalidité. La durée également là, qui s'étire dans le temps. On a aussi des dossiers un petit peu plus complexes qui ont plusieurs situations, limitations à l'intérieur. Ce qu'on voit comme étant des facteurs qui peuvent influencer ça, il y a le vieillissement de la population, donc malheureusement qu'on n'a pas le contrôle, qui amène des nouveaux problèmes. Depuis la pandémie, une légère fragilisation, une accélération aussi du monde du travail avec des défis au niveau de la déconnexion là, qui peuvent justement épuiser les travailleurs. Il y a un changement de mentalité également, là. Si on revient dans le temps, des fois, on entendait nos grands-parents nous dire, moi, il fallait que j'ai les deux chevilles brisées pour pas me présenter au travail. Dans les milieux de travail aujourd'hui, on est un petit peu plus conscient. On va parler de santé mieux-être. Donc, les travailleurs sont appelés à se poser la question, est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis en mesure de faire mon travail? Donc, ça peut amener aussi un peu plus de cas les conséquences sur les organisations. C'est sûr, il y a beaucoup d'impact sur la réorganisation du travail. Ça peut amener des casse-têtes pour les gestionnaires. Il y a également des risques de chronicisation, que de se déconditionner, que les travailleurs restent dans une situation d'invalidité et une diminution là, de la probabilité des retours durables. On vous a mis à l'écran, entre autres, un graphique qui illustre ça. On voit qu'à travers le temps, donc lorsqu'on étire l'absence, les risques, le taux, dans le fond, de succès du retour au travail diminue. Donc, quand on va au-delà là, du 12 mois, on se rapproche du 0% là, de retour. Donc, c'est des chiffres qui sont préoccupants. Aussi, ben, Catherine, tu as répertorié un peu les cas qui reviennent le plus souvent en ce moment. Oui, effectivement, chez la majorité des assureurs, on constate que les trois principales raisons là, pour lesquelles les gens vont présenter des demandes de règlement, puis en conséquence aussi, s'absenter du travail, ce sont ces trois-là. Sans grande surprise, la santé mentale, donc tout ce qui est dépression, anxiété, épuisement. Ensuite, les troubles musculo-squelettiques,
comme les tendinites, tunnel carpien et compagnie, puis les maladies chroniques, là, diabète, maladies cardiaques, etc. Les troubles de santé mentale, ils retiennent particulièrement notre attention parce qu'on a vu qu'ils ont connu là, une progression assez importante dans les dernières années. Actuellement, on dit que c'est 30 à 40 des demandes d'invalidité qui sont dues à des problèmes de santé mentale. Puis ce 30-40 %-là représente la majorité des coûts, 70 des coûts liés à l'invalidité. Donc, ça prend beaucoup de place, c'est très coûteux. Puis, Jacinthe, je te laisse poursuivre, mais on voit que ça touche beaucoup de monde aussi. Oui, on parle d'un travailleur sur cinq qui va vivre une situation là, de santé mentale et un sur trois que ça va s'étirer au-delà du 90 jours là, dans sa période active. Le coût des invalidités là, dans les entreprises canadiennes, on parle de autour de 6 milliards juste en perte de productivité. Donc, ça touche l'absentéisme, le présentéisme, le taux de roulement, là. Donc, c'est pas des petits chiffres là, qu'on voit dans les entreprises canadiennes en ce moment. Si on veut mettre un peu les définitions avec vous. Donc, c'est quoi une invalidité? Une invalidité, c'est une incapacité d'exercer ses fonctions là, habituelles. Ça peut être temporaire, ça peut être lié à un problème physique, psychologique, donc total ou partiellement. Donc, c'est ça pour nous, là, dans la définition aujourd'hui qui va nous intéresser. La gestion d'invalidité, mais c'est le fait d'avoir un processus structuré, une démarche qui va être stratégique dans la gestion de cette absence-là. Souvent, dans les organisations également, là, on voit qu'il y a une personne qui est responsable de la gestion des dossiers d'invalidité. Souvent, c'est la personne qui a le chapeau RH dans l'organisation. Il peut exister également d'autres modèles. Donc, on peut en faire une gestion à l'interne ou prendre un partenaire qui sera justement là, une extension de notre équipe avec un savoir-faire au niveau de la gestion des invalidités plus spécifiquement. Quand on classifie justement nos types de dossiers, il y a 6 types de dossiers qui sont reconnus comme des invalidités totales. Il y a certains qui auront la continuité ou le maintien salarial, donc on peut appeler également l'auto-assurance. Donc là, l'employeur va jouer le rôle de l'assureur et quand on a un assureur, un programme d'assurance collective, donc il peut avoir des couvertures en invalidité courte durée, longue durée avec un assureur externe. On peut aussi avoir du chômage maladie, donc qui va être payé par l'assurance emploi. On voit également des dossiers IVAC qui sont pour les victimes d'actes criminels. SAAC pour des victimes d'accidents de la route ou la ARQ, donc la Régie des rentes du Québec. Ça va venir influencer la façon qu'on va gérer le dossier, les types de formulaires, les étapes à suivre. Donc, c'est pour ça qu'on en prend en considération. Et aussi les intervenants là, dans le dossier. Il y a également une stratégie qui peut être mise en place dans les 6 dossiers parlés précédemment, mais qui peut aussi être fait individuellement. Là, dans le fond, c'est un dossier d'accommodement. Donc là, on parle plus d'invalidité partielle. Il y a plusieurs enjeux, plusieurs dimensions, dans le fond, à prendre en compte lorsqu'on pense à notre stratégie de gestion du dossier. Donc, il y a l'aspect humain, donc l'aspect de sa santé physique et mentale, la motivation au travail, donc on revient avec le mot motivation que vous avez nommé tout à l'heure, la perception de la capacité au travail. Il y a l'aspect social du dossier. Donc, est-ce que mon travailleur a un réseau de contacts? Es-tu bien entouré? Donc, ça va être important de le prendre en considération. Organisationnel, souvent celui qui nous vient plus facilement, là, comment je vais aménager son poste, comment je vais soutenir le gestionnaire, le climat de travail, est-ce qu'il y a un défi au niveau de la culture? Donc, ces choses-là rentreraient dans le volet organisationnel. Économique. Est-ce qu'il y a une perte de revenus? C'est quoi les coûts associés pour l'employeur? Est-ce que la condition du travailleur est couverte par le programme d'assurance collective? Ça serait des choses aussi à réfléchir. Éthique légale, donc c'est quoi le cadre légal, les lois en vigueur, l'équité dans le traitement de ce travailleur-là ou un autre travailleur qui aurait la même condition, est-ce qu'on le fait de la même façon? Euh, et de plus en plus, on en parlera tantôt, là, le respect de la confidentialité avec, entre autres, la loi 25. Se baser seulement sur un aspect du dossier, ben, ça ne nous donne pas un portrait fidèle de la situation qu'on devrait mettre en place. Donc, de réfléchir à ces dimensions-là dans le dossier pourra nous guider pour la suite.
Il y a des coûts importants, on en parle depuis le début du webinaire, donc des coûts directs et indirects dans le fond, dans le cadre des dossiers. Euh, Personnellement, j'aurais cru que les coûts directs seraient plus élevés parce que là, c'est les coûts concrets, là, la masse salariale, les heures supplémentaires, les coûts administratifs, le paiement des primes d'assurance. Mais on voit que les coûts indirects sont encore plus importants, là, de l'ordre de 60 là, du dossier. Là, on parle de l'impact financier, par exemple, sur le renouvellement d'assurance. Donc, quand on a beaucoup d'absence, il peut avoir aussi une perte de productivité, un impact réputationnel aussi sur l'entreprise s'il y a un ralentissement des activités. Le coût psychologique, oui, sur le travailleur qui est en absence, mais aussi sur ses collègues, sur son gestionnaire. Donc, ça peut être aussi des éléments à prendre en compte. On vous a sorti aussi une stats qui nous permet souvent là, de démontrer le coût global des absences. Donc, on parle autour de 5 à 6 de la masse salariale annuellement là, qui est mise sur les personnes qui sont en absence au travail. Je te laisse la parole, Catherine. Oui, donc je pense qu'on ne peut pas parler de fondement en invalidité sans aborder le sujet des limitations fonctionnelles. Donc, limitation fonctionnelle, c'est le nerf de la guerre en gestion d'invalidité. Premièrement, qu'est-ce que c'est une limitation fonctionnelle? Ben, c'est les conséquences du problème de santé sur la capacité de la personne à fonctionner autant dans son quotidien qu'au travail. Donc, en gros, c'est ce que la personne actuellement ne peut plus faire en raison de son état de santé. Pourquoi c'est utile d'avoir cette information-là? Ben, parce qu'en fait, l'analyse ou l'évaluation de l'état d'invalidité repose sur l'analyse entre deux variables. D'un côté, on a les limitations fonctionnelles, puis de l'autre, on a les exigences physiques et cognitives du poste régulier. C'est quand il y a incompatibilité là, entre les deux variables qu'on va conclure que la personne présente un état d'invalidité. Donc, c'est une information qui est centrale. Parfois, on a tendance à surestimer un peu l'importance du diagnostic, mais au final, ce ne sont pas les diagnostics qui rendent quelqu'un invalide, c'est vraiment les limitations fonctionnelles qui en découlent. Pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un peut souffrir d'un trouble d'anxiété généralisé, puis être quand même totalement fonctionnel parce que sa condition est bien contrôlée par le traitement, parce qu'elle a des outils, etc. Puis quelqu'un d'autre qui a le même diagnostic, mais qui souffre de limitations au niveau de l'endurance, de l'attention, de la concentration, etc., ben, pourrait à ce moment-là être non fonctionnel. Euh, donc, pour le même diagnostic, cette personne-là aura un état d'inaptitude. Donc, c'est vraiment les limitations fonctionnelles, l'information qui nous intéresse. Puis la bonne nouvelle, c'est que contrairement au diagnostic qu'un employeur n'est pas censé obtenir dans le cadre de la gestion d'un dossier d'invalidité, les limitations fonctionnelles, vous êtes en droit d'obtenir cette information-là. Le fait de l'avoir dès le départ, puis de la maintenir à jour tout au long du dossier, ça va nous permettre vraiment de comprendre quelles tâches du poste régulier sont incompatibles, puis quels ajustements peut-être on pourrait mettre en place pour permettre aux travailleurs de maintenir une certaine prestation de travail, là, en totalité ou en partie. Maintenant, pour que l'information nous soit utile, prochaine diapo, il faut qu'elle soit bien formulée. Donc, une limitation bien formulée, ça devrait être une information objective, donc qui est basée sur des faits, euh, mesurable, donc chiffrable, quantifiable, précise, suffisamment pour être opérationnellement exploitable. Ça veut dire que l'employeur devrait être en mesure de comprendre là, concrètement qu'est-ce qu'il faudrait ajuster pour composer avec la limitation. Et ça doit être axé sur le fonctionnement. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que une limitation ne devrait pas porter sur une tâche spécifique ou sur un outil ou un environnement précis. On devrait pouvoir la comprendre, peu importe le contexte de travail. Donc, si vous avez, par exemple, un billet médical sur lequel le médecin écrit que le travailleur ne peut pas travailler avec les bras au-dessus des épaules, donc là, on est dans le fonctionnement, ça peut être analysé dans différents contextes. Mais si le médecin écrit ne peut pas travailler à l'entrepôt ou ne peut pas utiliser une scie à chaîne, ben là, c'est propre à un contexte organisationnel spécifique. Donc, on n'est pas dans le fonctionnement. Le tableau à côté là, vous présente en fait quelques exemples de formulations inadéquates et de formulations adéquates. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé de recevoir un billet médical sur lequel c'est indiqué ne peut occuper son poste actuel ou encore de la part de l'assureur là, dans une mise à jour. Donc, ça, c'est très vague. Au final, ça nous dit
pas grand-chose de plus. Peut-être vous avez déjà eu un billet sur lequel le médecin avait indiqué travail léger seulement ou quelque chose comme aucun quart de nuit. Donc, encore une fois, c'est vague, c'est imprécis, ce n'est pas mesurable et on n'est pas axé sur le fonctionnement. Dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui fait que la personne, en fait, qu'est-ce qui fait que le médecin recommande du travail léger ou quart de nuit, puis qu'est-ce que le médecin entend aussi par léger et par quart de nuit. Donc, quelques formulations, là, quelques exemples de formulations adéquates. Ben, par exemple, ça pourrait être parce que la personne ne peut pas manipuler des charges de tel nombre de kilos avec telle partie du corps. Ça pourrait être parce que la personne ne peut pas maintenir une position, telle position, euh, par exemple, penchée vers l'avant, là, maintenue pendant X nombre de temps. Donc là, on est dans quelque chose de précis qui est axé sur le fonctionnement. Ou au niveau du corps de nuit, là, fatigue importante, baisse de concentration, attention, énergie, quand le cycle normal de sommeil est perturbé ou inversé. Donc, ce sont des formulations qui sont jugées adéquates. Maintenant, dernier point, la loi nous demande quand même d'agir selon le concept de proportionnalité. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut adapter nos exigences en matière de niveau de précision en fonction du stade où on en est dans le dossier. Fait que si on est au lendemain d'une opération majeure, d'une chirurgie à cœur ouvert, puis que le travailleur est sur de la grosse médication, est alité, ben, c'est peut-être pas le moment d'exiger du médecin d'avoir le détail complet des limitations fonctionnelles. Par contre, si on est quelques mois post-opératoire, que le rétablissement progresse bien, puis qu'on peut réalistement envisager la possibilité peut-être d'une réintégration au travail, au moins en partie, mais là, c'est tout à fait légitime de demander plus de précision à ce moment-là. Je comprends. Puis en même temps, on voit depuis la pandémie énormément de billets de travail pour le télétravail temps plein. Qu'est-ce que tu suggères de faire avec ça? Oui, effectivement. Ça a été quand même à la mode dans les derniers mois, les dernières années, hein, un billet médical qui disait télétravail seulement ou télétravail à temps complet. Donc, télétravail, c'est un bon exemple. En fait, ce n'est pas une limitation fonctionnelle à proprement parler. Dans le fond, c'est une solution potentielle à une limitation sous-jacente. Puis, l'employeur, ce qu'il veut, c'est de connaître cette limitation sous-jacente-là. Il faut se rappeler que la décision par rapport à l'endroit où le travail est accompli, ça revient à l'employeur. Ce qu'on s'attend du médecin, en fait, c'est que lui décrive de la façon la plus détaillée et précise possible les limitations fonctionnelles qu'il juge pertinentes et une estimation de leur durée aussi. Fait qu'en d'autres mots, c'est pas au médecin à imposer une solution à l'employeur. Le rôle du médecin, c'est de décrire les limitations, puis c'est à l'employeur de juger de la solution appropriée. Puis aussi, ça amène, je pense, une réflexion intéressante, là, ce genre de situation-là. Tu sais, je vous pose la question, là, quel type de conditions ou de limitations pourrait faire en sorte que la seule possibilité pour que le travailleur maintienne une prestation de travail, là, ce soit en télétravail uniquement? Peut-être quelque chose d'extrême, l'agoraphobie extrême, je ne sais pas, mais c'est quand même, ça prendrait quelque chose d'exceptionnel. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est pas impossible, mais ça amène un doute légitime de se demander si c'est pas plutôt basé sur peut-être des préférences personnelles. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais ça amène pas le même niveau d'obligation. Fait que moi, je vous recommande, dans ce genre de situation, pour bien cerner vos obligations, pour ne pas créer de précédent, par souci aussi de justice, d'équité envers les autres, ben, c'est de gérer rigoureusement dès le départ les dossiers, de s'assurer de bien comprendre la situation, bien documenter, puis départager ce qui relève du médical ou non. Fait que Mhm. concrètement, pour répondre à ta question, ben moi, je communiquerai avec le travailleur en premier pour comprendre, avoir son avis sur la situation, peut-être avoir ses explications et je ferai parvenir au médecin là, une demande d'information médicale complémentaire pour vraiment avoir plus de détails sur les limitations Et puis, fonctionnelles, la mhm. durée, etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que le travail, l'aptitude au travail soit conditionnelle au télétravail selon le médecin. Donc, on veut comprendre, puis c'est après ça qu'on va pouvoir juger des ajustements à mettre en place. Parfait. Merci des précisions. Je suis sûre que ça va être utile pour plusieurs. Oui, on poursuit avec le cadre juridique. Donc, essentiellement, je pense qu'il faut comprendre, c'est que l'encadrement juridique en gestion d'invalidité est plutôt limité. OK? On n'a pas de cadre clair, structuré, centralisé. On n'a pas une loi unique là, comme on retrouve en SST. Donc, on retrouve, en fait, là, il y a
certaines directives dans certains textes de loi, comme la loi sur les normes du travail, Code civil du Québec, Charte des droits et libertés de la personne et la loi 25. Mais ces lois-là ne répondent pas à toutes nos questions là, qu'on retrouve dans la pratique quotidienne. Une grande partie des réponses va se trouver dans la jurisprudence. Puis, selon le contexte aussi, on va pouvoir être guidé par certains cadres complémentaires, là, comme Code de déontologie des médecins, contrat d'assurance, convention collective. Fait que là, l'objectif des prochaines diapos, ça ne sera pas d'aller dans le détail, mais ça va être de survoler pour voir quels sont les principaux enseignements de chacune des sources juridiques dans le but de mettre les fondations pour qu'après ça, là, vous puissiez peut-être naviguer plus aisément dans la gestion d'invalidité. Fait que sommairement, la loi sur les normes du travail, ce qu'elle nous dit, dans le fond, elle nous dit que le travailleur a le droit de s'absenter pour maladie ou accident jusqu'à 26 semaines sur 12 mois, 104 semaines dans certains cas graves, que pendant cette absence, certains droits sont protégés, donc notamment l'emploi, les conditions de travail, les avantages sociaux. Par contre, ça n'empêche pas l'employeur de prendre certaines décisions concernant le lien d'emploi tant que c'est fait sans égard à l'état d'invalidité. La LNT prévoit certains recours si jamais le travailleur là, estime avoir été lésé. Mais dans un autre ordre d'idée, est-ce que le salarié a certains comptes à rendre? Eh bien, oui. La LNT prévoit que le travailleur doit aviser rapidement l'employeur de son absence et informer des motifs aussi de l'absence. Puis finalement, la LNT prévoit que l'employeur est en droit de demander un justificatif, typiquement un billet médical là, pour justifier l'absence, sauf pour les 3 premières absences de 3 jours et moins sur 12 mois. Ensuite, Code civil du Québec. Le Code civil du Québec, d'abord et avant tout, nous dit que la principale obligation d'un salarié, c'est de fournir sa prestation de travail, donc pour maintenir son lien d'emploi en vertu du contrat de travail. Maintenant, le Code civil prévoit que l'état d'invalidité suspend temporairement et de façon légitime cette obligation. Mais l'exemption n'est pas absolue. C'est légitime pour l'employeur d'avoir certaines attentes envers un travailleur en invalidité. Donc, le travailleur a la responsabilité de démontrer son inaptitude et de participer activement à son rétablissement et aux démarches qui visent à peut-être limiter les conséquences de son absence. Ensuite, la Charte des droits et libertés. Donc, elle nous rappelle d'abord l'interdiction de discriminer ou harceler une personne en raison de son handicap. À cet égard-là, la notion d'handicap est assez large dans la Charte, donc ça inclut notamment l'état d'invalidité. La Charte impose également à l'employeur une obligation d'accommodement jusqu'à la limite de la contrainte excessive. Puis, elle insiste sur des concepts importants comme le droit à la vie privée, la confidentialité, tout en reconnaissant par contre que le respect de ces principes doit être conciliable avec les besoins de l'employeur d'avoir accès à certaines informations pour bien gérer le dossier. Ensuite, la loi 25. La loi 25 est venue moderniser la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Elle a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de la gestion d'invalidité là, dans les dernières années. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être eu l'impression que ça devenait impossible d'avoir des informations là, dans le cadre de la gestion d'invalidité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi 25 n'est pas venue révolutionner les droits de l'employeur en matière d'accès aux renseignements. Elle n'interdit pas le partage d'informations, elle est venue l'encadrer. Donc, elle est venue amener des précisions supplémentaires à certaines règles, puis augmenter les conséquences si jamais les règles ne sont pas respectées. Donc, notamment, elle met l'accent sur l'importance du consentement, particulièrement quand il est question de renseignements sensibles comme les informations là, de nature médicale. Elle insiste également, super important, sur le concept de nécessité. Donc, consentement ou non, pour pouvoir utiliser légitimement des informations en gestion d'invalidité, il faut que l'employeur soit en mesure de démontrer que ces infos sont nécessaires à une bonne gestion. Euh, Ensuite, euh, elle vient également encadrer l'accès à l'information, le fait qu'on doit restreindre son accès aux personnes concernées, qu'on doit l'utiliser uniquement aux fins prévues, puis également le fait qu'il faut conserver les informations et les détruire au moment venu là, de façon sécurisée. La jurisprudence. Donc, jurisprudence, ça demeure vraiment là, la source principale qui dit que les marches à suivre en invalidité. Donc, est venue baliser plus en détail l'obligation d'accommodement, la notion de contrainte excessive, puis les circonstances qui permettent de considérer une fin d'emploi administrative dans un dossier d'invalidité. Euh,
Parmi les décisions les plus importantes qu'on peut citer, on a retenu l'arrêt Méyorine et l'arrêt Hydro-Québec. Hydro-Québec a été très médiatisé en invalidité. Là, ça nous rappelle que l'obligation d'accommodement de l'employeur n'est pas illimitée. Donc, une fin d'emploi administrative peut être justifiée lorsque aucun retour au travail durable n'est réalistement envisageable dans un avenir là, prévisible. Donc, pour ce qui est du cadre juridique, si on résume très sommairement là, ce qui est essentiel à retenir, le salarié a le droit de s'absenter, a le droit au maintien de son emploi pendant l'absence, a le droit à sa vie privée. En contrepartie, il a des obligations. Il doit informer rapidement son employeur de son absence et il a l'obligation de collaborer activement au processus. L'employeur, lui, a le droit d'obtenir certaines informations qui sont nécessaires à la bonne gestion, a le droit de demander un certificat médical qui inclut certaines infos et maintient son droit de gestion là, pour ce qui est de certaines décisions concernant l'organisation du travail ou certaines décisions administratives. En contrepartie, l'employeur aussi a des obligations, donc il se doit de limiter, sécuriser la collecte de renseignements, a une obligation d'accommodement raisonnable et lui aussi doit collaborer activement au processus et agir de bonne. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les certificats médicaux. On reçoit souvent des billets ou des certificats qui peuvent être un peu minimalistes. Qu'est-ce qu'on devrait retrouver là, sur un billet pour qu'il soit conforme? Oui, effectivement. La plupart du temps, là, ça contient très peu d'informations. Donc, comme on le disait, l'employeur est tout à fait en droit d'avoir les infos qui sont nécessaires pour faire une bonne gestion de l'absence, puis aussi pour respecter ses obligations, santé, sécurité, accommodement. Ce qui concerne le médical là, pur, là, le diagnostic, les détails du traitement, ça, c'est dans le carré de sable du médecin. Mais ce qui concerne le fonctionnement au travail, les capacités, les limitations fonctionnelles et aussi le pronostic, mais ça concerne l'employeur. Fait que sur un billet, la LNT prévoit que l'employeur est en droit de retrouver une confirmation de l'état d'inaptitude du travailleur, les recommandations du médecin, par exemple, arrêt de travail complet, les motifs de l'absence, et le motif, la LNT tolère là, des mentions comme raison médicale ou maladie là, pour justifier l'absence. Ensuite, on devrait retrouver la durée approximative prévue de l'absence, le pronostic, la date de réévaluation et les limitations fonctionnelles. Si l'employeur donc n'a pas toutes ces informations-là sur le bien médical, encore une fois, on rappelle le concept de proportionnalité, donc il ne faut pas à tous les cas exiger l'ensemble des limitations. Je pense que ça ne serait pas viable, mais reste qu'il est en droit d'exiger le contenu minimal nécessaire, sinon de demander des précisions supplémentaires, puis de les exiger là, dans un délai raisonnable. Super, merci. On entend certaines choses à tous les jours dans le cadre de la gestion des invalidités. Donc, certaines sont des fausses croyances. Donc, on voulait revenir avec vous et en parler. On entend souvent qu'il est préférable que le gestionnaire ne contacte pas son employé quand il est en arrêt de travail. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, puis ça peut être délicat des fois. Donc, je pense qu'il faut le réfléchir correctement. Mais dans certains cas, dans presque tous les cas, il y a une façon là, qui va être adéquate pour pouvoir garder le lien entre le gestionnaire et le travailleur en absence. Il faut se rappeler que le gestionnaire, c'est le contact principal du travailleur lorsqu'il est présent au travail, c'est son point de référence. Donc, que ce soit uniquement des fois pour l'inviter à un party de Noël ou lui donner des nouvelles de comment ça se passe, ça peut vraiment être bénéfique. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine, aussi? Absolument, oui. Je pense que justement, pour favoriser le maintien du lien avec le travailleur, c'est important. Puis une bonne façon de le faire, c'est de s'adapter aux préférences du travailleur. Donc, le gestionnaire peut, dès le départ, demander au travailleur, est-ce que tu aimerais ça que je prenne de tes nouvelles de temps en temps? Si oui, à quelle fréquence? Puis de quelle façon aussi, peut-être écrit, euh, appel. Puis l'objectif là, pour le gestionnaire, c'est pas de gérer le dossier d'invalidité, de poser plein de questions, de faire des suivis d'évolution. C'est vraiment de rester plus dans l'informel, prendre des nouvelles en gros, on en donne si le travailleur en veut. L'objectif étant vraiment de montrer qu'on est là puis qu'on veut maintenir un lien avec le travailleur. Fait que ça peut avoir beaucoup d'effets positifs euh, si le travailleur est réceptif à cela en respectant ses limites. Mhm. Après, prochaine croyance qui est assez répandue, la gestion de l'invalidité est seulement administrative. Eh bien non. Gérer un dossier d'invalidité, ce n'est pas juste de récolter des billets de suivi après chaque rendez-vous médical. Il y a vraiment un volet stratégique à la gestion d'invalidité. Les employeurs ont un pouvoir d'agir et peuvent déployer plusieurs stratégies pour faire avancer les choses. Puis quand on parle de stratégie, c'est pas seulement pour confronter ou challenger, mais
aussi pour soutenir le travailleur dans son rétablissement. Et puis, tu l'as dit, bien, il y a plusieurs enjeux à considérer de plusieurs dimensions. Donc, il y a vraiment un aspect là, stratégique à la gestion, beaucoup plus que simplement administratif. Malheureusement, trop souvent, là, une gestion juste administrative est faite dans les dossiers, puis on voit justement dans la durée des absences et dans les coûts que ça va représenter là, que ça peut avoir un impact. On entend souvent aussi, j'ai un assureur dans le dossier, j'ai pas besoin de faire de gestion. Donc, c'est effectivement l'assureur va venir aider, va venir faire des démarches dans le cadre d'un dossier de gestion d'invalidité, entre autres tout l'aspect indemnisation. Donc, il faut travailler en collaboration avec l'assureur dans la gestion du dossier. Et il y a des volets aussi qui ne sont pas pris en charge par l'assureur. Catherine, parle-nous un petit peu plus de ces volets-là. Oui, c'est ça, effectivement, il y a des aspects, il y a des responsabilités qui incombent vraiment à l'employeur uniquement. Fait que ça ne sera pas pris en charge quand on parle de l'obligation de santé et sécurité, par exemple. L'assureur n'a pas cette obligation-là. Là. Donc, typiquement, va recevoir un billet de retour au travail, l'assureur va fermer le dossier, mais l'employeur, des fois, en fait, il doit se demander est-ce que c'est sécuritaire, là? Est-ce que, tu sais, je suis convaincue de l'aptitude du travailleur à reprendre le travail en toute sécurité. Il y a aussi, bien, il y a toute la question aussi des dossiers refusés, les dossiers d'invalidité partielle, les dossiers qui ne sont pas admissibles Dans à l'assurance. l'assurance collective. Donc, ça reste des dossiers d'absence qui doivent être gérés. Fait que, l'employeur, lui, a vraiment un rôle de gérer l'aspect absence, RH, relation de travail, qui incombe pas du tout à l'assureur, là. Fait que ces aspects-là doivent être gérés. Il faut travailler en collaboration aussi avec l'assureur pour que les choses avancent là, de façon optimale aussi. Puis, il faut assurer une certaine vigie aussi là, de ce qui est fait du côté de l'assureur s'assurer que toutes les stratégies proactives sont déployées. Ensuite, une autre petite croyance, là, beaucoup de personnes bénéficient frauduleusement des prestations d'invalidité en exagérant ou inventant des problèmes de santé. Donc, c'est faux également. L'abus existe, c'est certain, mais il y avait une statistique de la CNESST il y a quelques années qui disait que les demandes frauduleuses étaient estimées à moins de 3 si ma mémoire est bonne. En invalidité, on peut présumer que peut-être la tentation financière est moins là, là, les indemnités sont plus basses. Donc, si on présume que c'est encore moins que la CNESST puis que c'est 1 ou 2 ben, je pense qu'il faut, notre focus doit porter plus sur le 98-99 de gens qui vivent une épreuve difficile que de tenter de coincer à tout prix là, peut-être le 1 ou 2 qui tenterait d'abuser. Mais ça ne veut pas dire de ne pas rester vigilant quand même. Tout à fait. Puis, une dernière croyance, c'est que les accommodements sont très coûteux. C'est vrai que ça peut représenter des coûts importants pour une organisation. Par contre, quand on regarde le coût-bénéfice, souvent de pouvoir ramener, de faire preuve un peu de créativité dans le retour au travail peut vraiment amener, ou dans les accommodements qui seront suggérés, peut amener là, des bénéfices plus importants que le coût associé. Puis, un des accommodements les plus qu'on entend le plus parler, c'est le retour progressif. On voulait aller un petit peu plus dans le concret avec vous, là. Qu'est-ce qu'on fait avec un retour progressif là, qui s'étire, puis qui n'a pas encore de retour prévu? Oui, effectivement. Des fois, ça vient un casse-tête. Le retour progressif, c'est beaucoup d'avantages, mais ça peut vite devenir un obstacle plus qu'autre chose. Mais premièrement, je veux rappeler que l'employeur n'est pas tenu d'accepter intégralement un retour au travail progressif. OK? Je pense qu'il faut rester ouvert au retour progressif. Ça présente beaucoup d'avantages. Ça permet de réduire la durée des absences. Ça facilite la réintégration. Ça a été prouvé. Ça diminue le risque de rechute. C'est très fréquent dans les cas de santé mentale aussi. Là, c'est très pertinent pour la réintégration dans ces cas-là. Donc, il faut rester ouvert au retour au travail progressif, ne pas les refuser systématiquement. Mais je pense que c'est très légitime de vouloir encadrer la pratique, de vouloir baliser. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'établir des critères à respecter, de documenter ces critères-là via une politique écrite, puis de communiquer cette politique-là aux travailleurs, soit au début de l'absence ou quand vient peut-être les discussions du retour. Ce qu'on va vouloir privilégier comme critère, bien, un, que le retour progressif soit d'une durée raisonnable. On dit souvent là, 1 semaine de retour progressif par mois d'absence. C'est très théorique, mais ça nous donne un barème. On veut que le retour progressif soit balisé. Ça, c'est super important. Donc, qu'il y ait un début et une fin. On veut que dans le plan de retour progressif émis par le médecin, il y ait une date de retour à temps complète prévue. Donc, ça nous évite justement de se retrouver dans des situations où on a un plan ouvert, puis là,
le médecin réévalue, prolonge, prolonge, puis finalement, ça s'éternise, puis ça devient plus difficile de dire non en cours de route, puis de démontrer que là, c'est rendu une contrainte alors qu'on l'avait accepté au départ. Donc, de demander que ce soit un plan balisé, puis évidemment, ben, de demander qu'il y ait une progression. C'est un retour progressif, ça le dit. Après ça, selon notre réalité, ben là, on peut ajouter des critères là, qu'on juge pertinents. Mais donc, c'est légitime de vouloir encadrer ce processus-là. Tout à fait. Puis, pour pouvoir continuer dans cette optique-là, justement, on voulait avoir des cas concrets, des cas qui vous toucheraient. Donc, on a fait une petite ligne ouverte. Donc, on a certains participants qui nous ont partagé là, des cas concrets de partout dans la province. Donc, on vous en présente quelques-uns. Oui, bonjour, mon nom est Martine. Je vous appelle parce que la semaine dernière, il y a une des employées qui vient me voir pour discuter d'une employée qui est en arrêt de travail. Elle m'a partagé, dans le fond, qu'elle a vu sur les réseaux sociaux qu'elle a fait plusieurs courses, les demi-marathons depuis les derniers mois, puis qu'elle semble vraiment en forme, puis qu'elle comprend pas pourquoi sa collègue n'est pas au travail et qu'elle est obligée de reprendre ses tâches de travail depuis un certain temps. Donc, j'aimerais ça avoir des pistes de solutions pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je peux faire pour ne pas ignorer cette situation-là, puis avoir plus d'informations sur la condition médicale de l'employé en absence. Très Très bonne intéressant. question. Ben oui, puis justement, Martine nous précisait là, que la personne est en absence en lien avec la santé mentale. Là. Donc, juste pour le préciser. Donc, les fameux réseaux sociaux, hein, des fois, on ne calcule pas l'impact de l'information qui est mise là-dessus. Puis justement, c'est pas nécessairement mis en contexte avec tous les détails. Donc, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'attention mais aussi d'aller valider plusieurs choses, hein, Catherine? Effectivement, il faut faire attention aux idées préconçues, pas sauter trop vite aux conclusions. Je pense qu'il faut rester objectif, se rappeler aussi que les enjeux de santé mentale comme la dépression, l'épuisement, ça ne veut pas dire que la personne est en petite boule dans un coin de sa chambre en train de pleurer 24/7. Fait que, tu sais, c'est normal et même recommandé de faire des activités qui font du bien, de faire de l'activité physique aussi. Dans ces cas-là, moi, je pense que les questions qu'il faut se poser, c'est vraiment est-ce que les activités que la personne semble exercer sont compatibles avec les limitations fonctionnelles qu'elle allègue? Est-ce que ça fait du sens que la personne, elle soit inapte à son travail, mais apte à participer à ce genre d'activité? Puis aussi, est-ce qu'en participant à ces activités-là, la personne, elle vient retarder ou nuire à son rétablissement? Donc, c'est ça qui est central et les questions qu'on devrait se poser. Maintenant, c'est légitime parfois de douter. Qu'est-ce qu'on fait si on doute de la légitimité d'une absence? Ben, de rassembler des faits concrets objectifs, de documenter. Ensuite, ça peut être une bonne pratique si un assureur externe de transmettre l'information à l'assureur. Souvent, les assureurs vont avoir des liens web qui permettent de faire une dénonciation anonyme. Donc, dans ce temps-là, ça ne s'inscrit pas au dossier. C'est reçu par une équipe intégrité qui va faire des analyses de plus ultimement, si le- le- la fraude ou quoi que ce soit là, est avérée, ben, il peut y avoir suspension des prestations. Donc, ça constitue un levier important aussi pour faire bouger les choses. Moi, je vous dirais après ça, de faire un suivi avec le travailleur, ça pourrait être un bon moment. Donc, d'être plus ou moins transparent sur la situation, dépendamment du niveau de confiance qu'on a. Mais faire un bon suivi pour voir comment ça évolue, quelles sont les limitations fonctionnelles actuelles. On peut questionner la personne sur son fonctionnement, vie quotidienne, dans ses activités. Donc, c'est légitime de questionner. Ensuite, demander, envoyer, en fait, aviser le travailleur qu'on va envoyer une demande d'information médicale complémentaire à son médecin dans laquelle on va poser des questions dans le but d'avoir une mise à jour actuelle de la situation. Donc, pour voir est-ce que la personne a des limitations fonctionnelles, d'avoir le détail, dans quelle mesure l'état de santé impacte le fonctionnement de la personne. On peut poser la question plus ou moins directement. Est-ce que ça influence la capacité à participer à des activités physiques? Une fois qu'on a les réponses du médecin traitant, en cas de doute, il y a toujours la possibilité d'une expertise médicale ou d'un avis. Mais une fois qu'on a l'ensemble des informations, bien là, si ça révèle une incompatibilité objective entre les limitations et les activités pratiquées, bien, l'employeur aura un levier pour demander au travailleur de reprendre le travail ou encore pour réévaluer le lien d'emploi là, si jamais le lien de confiance a été impacté. Super. Notre deuxième cas maintenant.
Bonjour, mon nom est Jean-Gilles, je vous appelle de Grimby. J'ai une situation dans mon équipe où un travailleur, il est plus apte à faire son travail, j'ai l'impression. Là, il travaille avec des outils dangereux, puis à chaque fois que je lui demande si ça va, s'il a vu un médecin dernièrement, là, il me dit que tout est beau, mais je commence à être vraiment inquiet là, pour la sécurité des travailleurs autour de lui et pour lui. Comment j'y amène ça, justement, là, comment je fais pour m'assurer qu'il voit quelqu'un? Une autre bonne question, effectivement. Puis on revient à l'obligation de santé et sécurité que tu parlais tout à l'heure, Catherine. Donc, on voit Absolument. les intentions, là, justement, de l'employeur sont de protéger les travailleurs, de protéger le travailleur et l'équipe. Donc, qu'est-ce que tu suggérais justement à Jean-Gilles? Oui, donc très bonne question en effet. Fait que si tu l'as bien dit, c'est l'obligation de santé et sécurité qui incombe à l'employeur qui est centrale à ça. Donc, si vous avez des motifs de croire que l'état de santé d'un travailleur pourrait compromettre sa sécurité ou celle des autres, vous avez le droit et même le devoir de prendre les mesures appropriées. Fait que dans un contexte comme ça, c'est tout à fait légitime pour l'employeur d'exiger que le travailleur consulte un médecin puis se procure une attestation médicale qui confirme son aptitude au travail de façon sécuritaire. Encore une fois, on documente. Donc, documentez ce que vous avez observé, les faits, vos préoccupations. Ayez une discussion franche avec le travailleur pour exposer nos préoccupations, puis bon, obtenir son avis sur la situation, là, ce que Jean-Gilles semble avoir déjà fait. Et puis, demander qu'il y ait une consultation médicale et qu'on ait un retour du médecin. Puis moi, ce que je recommande, c'est, tu sais, pour être sûr que le médecin a toutes les informations importantes pour poser un jugement éclairé, pour être sûr qu'on ait vraiment réponse à nos questions, et à nos préoccupations, mais de produire proactivement, encore une fois, une demande d'information médicale complémentaire, donc une lettre avec des questions pour le médecin, puis dans laquelle on décrit le poste, les exigences du poste, les risques du milieu. Là, ici, on parlait d'outils dangereux, donc décrire à quoi on s'expose, les faits qu'on a observés, nos préoccupations, puis on va vouloir questionner le médecin à savoir est-ce qu'une condition est validante, est-ce que le travailleur a des limitations fonctionnelles, si oui, lesquelles et pour quelle durée, est-ce que des fois, ça peut être les effets secondaires de traitement qui nous inquiètent. Donc, on peut le demander sans demander de détails sur le traitement, mais de demander est-ce que il y a des traitements actuellement prescrits qui sont susceptibles d'entraîner des effets secondaires qui peuvent affecter la capacité du travailleur à fournir une prestation de travail sécuritaire. Donc, allez documenter l'information. Dans le doute ou si c'est incomplet, toujours la possibilité de demander une expertise médicale indépendante. Euh, Parfois, dans ces situations-là aussi, on va peut-être envisager une évaluation des capacités fonctionnelles. Donc, ça va être fait des fois sur recommandation d'un médecin par un physio-ergo qui va venir là, à raison d'une demi-journée jusqu'à quelques jours, vraiment évaluer de façon exhaustive les capacités, les limitations. Ça peut bien nous renseigner. Puis là, ben, pendant qu'on fait les démarches, puis jusqu'à temps qu'on ait l'information, il faut se demander est-ce qu'on maintient le travailleur à l'emploi ou est-ce qu'on le retire temporairement? Donc, les deux options sont possibles. Si c'est faisable. Moi, je pense que le meilleur compromis, c'est d'essayer peut-être d'ajuster le milieu de travail pour limiter au maximum là, les risques, tout en gardant le travailleur. Mais si on a des doutes, il est préférable de retirer temporairement le travailleur en attendant les réponses. Oui, puis quand on attend les réponses, c'est préférable de continuer à verser un salaire aux travailleurs également là, pendant cette période-là pour pas trop l'impacter. Je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus souvent envisagé, là. Les deux sont possibles. C'est à l'employeur de décider s'il y a un maintien d'une rémunération ou pas. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est que l'employeur, effectivement, là, pour minimiser les impacts, préserver le lien aussi, là, va Mhm. maintenir peut-être une certaine forme de rémunération, au moins pour un délai qui est jugé là, raisonnable Raisonnable. pour OK. avoir les infos. Ouais. Parfait. Notre troisième cas aussi, super intéressant. Oui, bonjour, ici Mario de Valleyfield. Je vous appelle parce qu'on est un peu rendu au bout de nos idées. On a un employé, Joseph, qui est en arrêt de travail depuis près de 3 ans pour une condition chronique. Pour le moment, il n'y a pas de date de retour en vue. On veut être humain, on veut faire les choses correctement, on comprend, mais en même temps, l'entreprise a continué à rouler, puis je vous dirais qu'attirer des bons candidats pour un poste temporaire, là, c'est pas exactement une mission facile. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça, c'est quoi nos options? C'est vrai qu'engager pour des postes temporaires, c'est tout le temps plus difficile. Par contre, effectivement, là, il y a certains moments où on peut reconsidérer le lien d'emploi, là. Ça ressemble à quoi un peu la réflexion qu'on doit se faire, Catherine, dans ce cas-ci?
Oui, ben, ce qui est prévu, les circonstances qui permettent en fait de considérer une fin d'emploi dans un dossier d'invalidité, puis encore là, c'est jamais automatique, là, c'est toujours sous certaines conditions, mais ça peut être une invalidité permanente confirmée, une durée d'absence très longue, comme dans ce cas-ci, un taux d'absentéisme excessif et toute autre raison là, administrative indépendante de l'état de santé. Donc ici, on a le cas d'une absence qui est très longue. Fait que Mario peut envisager une fin d'emploi administrative, mais il doit s'assurer que certaines conditions sont respectées. Premièrement, bon, il y a la durée excessive de l'absence. Je vais être capable de le démontrer. On a souvent en tête l'espèce de barème de peut-être 2 ans, mais encore là, c'est rien qui est écrit noir sur blanc, mais une absence de 3 ans, déjà d'entrée de jeu, là, on peut peut-être penser que c'est excessif. Encore là, c'est toujours du cas par cas. Après ça, Mario doit démontrer qu'il y a absence d'un pronostic favorable de prestation de travail normale dans un avenir prévisible et qu'il y a impossibilité d'accommoder la travailleuse sans contrainte excessive. Puis pour démontrer les deux derniers critères, ben, il va falloir documenter l'état d'invalidité et le pronostic avec des documents justificatifs solides, puis actuels également. Donc, avoir de l'info à jour. Fait qu'on va pouvoir avoir de l'information en questionnant le travailleur, donc en faisant un suivi avec la travailleuse ici pour avoir son avis sur le pronostic, sur ses limitations, questionnant l'assureur aussi, qui peut être une bonne source d'information, puis évidemment questionnant le médecin traitant pour comprendre les limitations, la durée, le pronostic peut-être de retour. Encore une fois, toujours possibilité expertise médicale si on veut avoir un autre avis. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a si on a absence d'un pronostic favorable de retour et une fois qu'on a le détail des limitations, ben, Mario va devoir faire son exercice d'accommodement en bonne et due forme, un exercice qui implique toutes les parties. Donc, la responsabilité n'est pas seulement sur les épaules de l'employeur. Donc, analyser le poste actuel de la travailleuse, voir si des ajustements sont possibles dans son poste, sinon, voir les autres postes dans l'entreprise. Une fois que tout ça est fait, ben, à ce moment-là, s'il y a impossibilité d'accommodement, il y aurait possibilité de mettre fin à l'emploi de façon administrative. Génial. Puis pour refaire, pardon, excusez-moi, petit défi de PowerPoint, à retenir, dans le fond, ce que on aimerait que vous repartiez avec comme information aujourd'hui, c'est qu'en général, une gestion rigoureuse des dossiers, avec une approche stratégique vraiment adaptée à la réalité du dossier, va vous aider à avoir une bonne, un retour sur investissement dans le cadre de vos dossiers. Également, une politique claire et des rôles bien définis. Donc, qui est le responsable? Quel est le rôle du gestionnaire? Comment qu'on collabore avec l'assureur? C'est des choses à bien réfléchir. Puis, ben, d'intervenir rapidement dans le cadre du dossier, dès le début de l'absence, et même avant que ça devienne une invalidité, si vous voulez mon avis. Communiquer également là, régulièrement, autant avec le travailleur qu'avec l'assureur, qu'avec le gestionnaire. Donc, on le sait, des fois, les gestionnaires veulent savoir à quel moment mon travailleur va revenir. Donc, lorsqu'on est, pardon, quand on intègre justement là, cette communication-là tout au long là, de la gestion du dossier. Pardon. Également, là, de prévoir un retour au travail. On a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait du retour progressif, mais préparer un retour au travail qui va être structuré, adapté aux besoins, tout en voulant maintenir, dans le fond, l'environnement de travail adéquat là, pour le retour et le lien de confiance. Donc, sinon, on voulait également là, vous partager que des fois, dans certains cadres de dossiers, ça peut être très légitime d'avoir un partenaire externe qui viendra s'ajouter à votre équipe interne. Les bénéfices de ça, dans le fond, là, c'est l'expertise. Donc, lorsqu'on va chercher des experts qui font ça à longueur de journée, la réflexion autour de la stratégie se fait souvent un peu plus rapidement, un peu plus clairement. Il y a aussi façon là, d'avoir une tierce partie neutre, là, quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement là, dans le cadre du dossier et avec le travailleur. On vient aussi jouer sur la confidentialité des informations. Donc, à la place qu'elles soient disponibles dans l'organisation, elles sont traitées à l'externe et il y a un suivi avec les informations qui sont nécessaires dans le cadre du dossier. On évite le conflit d'intérêts. Donc, des fois, un gestionnaire ou un responsable de dossier peut être très près là, d'un gestionnaire parce qu'il joue le double chapeau ressources humaines. Et eh bien, on peut venir également là, optimiser les coûts. Donc, on voit beaucoup dans la littérature et on l'a même testé, nous, à l'interne. Donc, un retour sur investissement lorsqu'on fait affaire avec un partenaire externe de l'ordre de jusqu'à 5 le 5 pour 1. Pas 5 5 pour 1, pardon. Et ben, on vient gagner du temps.
Donc, toutes les étapes qui seraient faites à l'interne sont faites par quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation. Donc, la personne à l'interne vient gagner du temps pour d'autres tâches également. Puis, ben, il y a l'accès à un vaste réseau de ressources. Donc, étant dans le métier depuis plusieurs années, donc il y a des liens, un accès là, à des médecins pour des expertises médicales, par exemple, pour de la surveillance des avocats également, qui peut être plus facile pour un fournisseur externe spécialisé. Donc, on vous remercie énormément. Donc, on espère avoir réussi à vous démontrer là, la pertinence là, de faire de la gestion de vos dossiers un levier stratégique. Si vous voulez nous parler de cas que vous avez concrets dans votre organisation ou poser des questions par rapport au webinaire, n'hésitez pas. Vous pouvez scanner le code QR et avoir accès à nous là, pour la suite. Un vrai plaisir de pouvoir discuter, poursuivre nos discussions avec vous. Merci encore, Catherine. Oui, ben merci Jacinthe, puis merci à vous tous pour votre intérêt, votre attention, très apprécié, puis n'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y a quoi que ce soit. Merci.